Puis après, on va regarder ta vie après la décision de devenir un romancier. Qui était Marc Zellweger avant la révélation de Saint-Paul? Écoute, Saint-Paul, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas te répondre. Mais il paraît que j'étais un ancien stratège auprès des services secrets comme la CIA ou le MI6 ou la DGSE, Mossad, des gens comme ça. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que conseiller pour ce qui était les actions clandestines et le règlement de certaines opérations cachées. Donc vous étiez un conseiller en espionnage ou un espion? On peut dire ça comme ça. OK. Et qu'est-ce qui fait... On appelle ça aussi les femmes de ménage. Et oui, c'est ça, oui. Parce que vous avez à faire des ménages de temps en temps. De temps en temps, il faut faire un peu d'or. Je vais me tasser un peu de l'autre côté. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez décidé, bon, ce métier-là, je n'en peux plus, j'aimerais ça peut-être faire autre chose, et vous avez décidé d'être romancier. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes devenu auteur de romans? Alors, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué, dans le sens où j'ai pratiqué pendant très longtemps la direction d'entreprise et de marketing dans l'industrie pharmaceutique internationale. J'ai voyagé beaucoup, tout en ayant ces responsabilités-là un peu particulières de consulting et de renseignement. Et puis, quand j'ai fini, j'ai décidé à un moment donné de quitter le renseignement, et j'ai continué ma carrière de directeur de marketing dans l'industrie pharmaceutique. Je suis rentré chez moi en Suisse. Et puis le hasard de la vie fait que j'ai arrêté de travailler dans l'industrie pharmaceutique et ma chère et tendre épouse m'a regardé un jour au mois d'août 2012 en me disant « Mais toi qui connais bien l'espionnage, tu pourrais pas écrire des romans sur l'espionnage ?» Et puis je lui dis « Mais je veux pas parler de ce que j'ai fait. » « Mais je sais, me dit-elle. Mais avec tout ce que tu sais, tu peux raconter des choses. Et j'ai écrit L'Envol des Faucons, qui était le premier. Et après le deuxième, après le troisième, et puis on décide de faire que ça, on monte sa maison d'édition. Et puis il y a le quatrième qui arrive l'année prochaine, avec une nouvelle saga encore qui sera le cinquième. On va commencer par le premier, là. Vous décidez d'écrire un roman d'espionnage, et vous avez quoi comme première idée? Au départ, est-ce que c'était... je pourrais penser à une structure ou un système que je connais parce que j'étais dedans, ou bien vous avez complètement inventé quelque chose de nouveau pour nous en mettre plein la vue? J'ai fait les deux. Mais il est malin, hein, mon ami Richard. Bah, en fait, c'est clair que moi, je me suis jamais estimé, je commence maintenant à accepter l'idée que je sais écrire. Mais quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de peine à me dire je suis un écrivain, je suis le Victor Hugo de la Suisse. Je me suis dit mais est-ce que je vais être capable d'aller au bout? Donc la première chose c'est je vais raconter des histoires que je maîtrise. Le monde arabo-musulman, j'ai bossé dedans, je connais très bien le monde arabe, je vais parler de ça. Donc j'ai fait L'Envol des Faucons qui était... Et puis ce qui était intéressant pour moi aussi avec L'Envol des Faucons, ayant vécu l'intérieur de services secrets qui sont ce que j'appelle les services secrets nationaux, donc qui sont en fait là pour défendre des intérêts. Quand la CIA bute Salvador Allende, c'est pas pour la paix, c'est pour répondre à un ordre du gouvernement qui estime que... Moi, ça me gonflait quand même. Donc, mon service secret, que j'ai créé dans L'Envol des Faucons, ne fait pas ça. Il va pas aller, je le dis très clairement d'ailleurs dans le deuxième, dans les premières pages où j'explique la philosophie de mon chef de service secret qui s'appelle Marc, comme par hasard. Et c'est vrai que ce que je voulais, c'était un service secret qui soit juste et qui règle les affaires d'une manière la plus juste possible. Peut-être pro-occidental parce que je suis un occidental, mais disons que pas des règlements de compte, pas des... si je prends l'exemple, moi, ça m'intéresse vraiment pas qu'un service secret aille voler les plans d'un Boeing pour les donner à Airbus ou inversement. C'est pas ma tasse de thé. Par contre, je comprends qu'un service secret, même d'État, aille chercher des gens qui ont été enlevés, aille chercher les salopards du Bataclan à Paris. Ça me paraît le job. Mais à côté de ça, faire des magouilles pour pouvoir gagner des élections, pour pouvoir faire ci, faire ça, c'est pas ma tasse de thé. Donc j'ai fait un service secret à mon image.
Oui, dès les premiers instants de votre premier roman, vous formez une entreprise vous appelez ça de la géostratégie, qui est gérée par une espèce de super-héros qui vous ressemble un petit peu. En tout cas, vous partagez le prénom. Et parlez-nous donc de cette entreprise, le SWORD, qui regroupe beaucoup de personnes qui ont des capacités particulières. On trouve ça à tous les coins de rue, des gens qui travaillent pour des services secrets. Parlez-nous un peu de cette entreprise-là que vous avez formée. Est-ce que c'est un portrait de quelque chose qui existe déjà? C'est une invention complète? Je prends juste un exemple, ça me fait penser un peu à Scandale, où avec Olivia Pope arrête tous les problèmes des États-Unis. Est-ce qu'il y a des ressemblances? Parlez-nous du SWORD. Alors, le SWORD, c'est mon service secret que j'ai basé à côté de Lausanne, dans un petit village de vignerons, dans ce qu'on appelle le Lavaux. C'est des terrasses de vignobles qui tombent dans le lac Léman. Et en fait, tout le début de l'histoire, et qui explique la création du SWORD, c'est qu'on a deux héros dans le premier livre. On a un certain Ralph Walpen, qui est donc le numéro 2 des affaires étrangères suisses et qui est responsable des crises diplomatiques de la Suisse. On appelle ça la Task Force. Et il a un fils, Mark Walpen, qui lui a fait des études de marketing. Il a épousé une américaine, il est parti aux États-Unis. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis, je dirais pas quoi. Et quand il revient, son père, et en même temps, il est professeur de stratégie dans des écoles de guerre, comme à Paris, aux États-Unis, à Jérusalem et à Londres, ce qui est important pour le départ. Et puis son père, au tout début de l'envol des Faucons, vient le voir et puis lui dit, écoute, t'as vu, on a envoyé des soldats des forces spéciales suisses qui combattent jamais à l'étranger. On les a envoyés en Libye pour libérer 2 de nos ressortissants qui étaient otages. Juste pour l'information, vous ne savez peut-être pas ici au Québec, mais c'est vrai. Il y a 5 ans ou 6 ans, Kadhafi avait enlevé 2 personnes de chez nous qui étaient enfermées à Tripoli. Et il est vrai aussi que notre ministre de la Défense de l'époque, qui est un sinistre crétin, avait envisagé d'envoyer les forces spéciales suisses qui ne savent pas combattre à l'étranger, faire une opération clandestine en passant par l'Algérie, remonter jusqu'en Libye et délivrer des gens. Et il a été jusqu'à téléphoner à l'Algérie en disant on va faire une opération tordue. Bien entendu, c'est sorti dans la presse suisse et ça fait rire tout le monde. Et moi, j'ai rebondi sur cette information qui est vraie, où finalement, je pars du principe que l'opération a eu lieu mais qu'elle a foiré, qu'il y a des blessés dans les soldats suisses. Et le père dit, mais on peut quand même pas laisser ces soldats qui sont allés, les 2 otages, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis toi, tu connais du monde, puisque tu es dans les grandes écoles de guerre. Et on arrive à ce que dit Richard. Il dit, je veux bien monter une opération, mais il faut que tu me laisses réfléchir, parce que j'ai jamais pensé à ça. Il réfléchit à une stratégie complètement folle, qu'il met en place. Et puis comme il connaît les écoles de guerre de Jérusalem et d'ailleurs, il recrute les meilleurs de chacune de ses forces spéciales. Et ça va devenir les Faucons, qui sont en fait le bras armé de mon service secret. Et juste pour rebondir, même si je prends le micro un peu longuement, mais un service secret, quel qu'il soit, fonctionne toujours de la même manière. Il faut qu'on aille chercher des informations. Soit c'est des informations de type électronique, informatique, soit c'est des informations qu'on appelle humides, qui sont des informations humaines. Donc on envoie des agents. Ou même, on va encore plus loin, on peut prendre l'exemple du Mossad, qui utilise ce qu'on appelle les Sayadim, qui sont en fait des gens qui appartiennent à la communauté juive dans le monde entier, à la diaspora, et qui rapportent ce qu'ils ont entendu au Mossad, en général par l'ambassade ou par les consulats dans le pays concerné. Ce qui permet d'avoir tout un ensemble de réseaux d'écoute et de ce qui se passe dans un pays, de ce qu'on entend dire, tiens, il se passerait ça. Et ensuite, ces informations, elles doivent être disséquées et analysées, c'est les analystes. Et après, il y a des décisions géostratégiques, ce qui était mon job. Et mon job était encore plus loin, c'est qu'il était à cheval avec les Faucons, puisque mon job, c'était de dire à des gens, voilà, celui-là qui était au Bataclan en novembre à Paris,
ce serait bien qu'il tombe, qu'il mette le pied sur une peau de banane à Athènes pendant qu'il est en train de se promener. Et que la banane soit fatale. Chose que tout le monde fait. C'est à peu près comme ça que ça marche. C'est une partie passionnante de tes romans, cette partie où on voit des espions en pleine action. Mais moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que c'est des humains. Des humains qui ont des besoins primaires, qui mangent, qui boivent, des humains qui aiment, qui vivent des malheurs. C'est pas juste on va régler le problème, puis on va régler le problème des musulmans. Non, c'est qu'aussi on est obligé d'aller à la toilette de temps en temps. On est obligé on vit en famille. Il y a ce côté-là humain de tes personnages que je trouve, moi, adorable et passionnant de voir qu'ils sont des héros au travail, mais qui sont aussi des gens, des humains qui ont un cœur. Je dois dire que tu me touches beaucoup, Richard. Ah ouais? Ouais, ça me touche parce que, en toute honnêteté, quand j'ai écrit les livres, mes personnages, c'était pas le plus important. Je me disais, c'est l'intrigue, il faut que je réussisse les intrigues. C'est le plus important. Et puis, et au fil du temps, les gens se sont appropriés mes personnages. Et il y a des gens qui avaient lu, qui avaient dit, mais quand même, un vrai auteur, il travaillerait plus le personnage, on aurait des indications sur qui il est. Puis après, il y a des gens comme toi qui m'ont dit, mais ce qui est génial, c'est qu'en fin de compte, c'est nous qui créons le personnage. Parce que Rebecca, je la vois comme ça, Marc, je le vois comme ça. Et puis finalement, ça me convient bien que chacun puisse s'interpréter et s'approprier mes personnages. Mais ça me touche que tu dis ça. Mais surtout aussi, c'est que bon, quand on écrit une série, on s'attache toujours au personnage principal, aux personnages qui vivent, on les attend. Moi, j'attends le 4e parce que je veux savoir ce qui se passe entre Marc et une certaine dame que je trouve bien intéressante. J'aime ça voir, le fait que tu aies inventé un pape chinois. J'aime ça voir ça. J'aime ça voir comment l'Église peut être un petit peu contourner les règles, mais j'aime aussi savoir que le personnage qui vit dans tes livres, il est vivant, qu'il a des besoins humains. Je pense que on a tous des personnages qu'on aime. Moi, Marc Wallander, pas Marc Wallander, mon Dieu, je viens de dire ton prénom. Kurt Wallander, on vit avec, on l'aime. Je pense que Marc Valpen, c'est la même chose. Il en rajoute quand même. Comparer Valpen à Wallander, c'est quand même vachement sympa. Hein. Et je vous promets, je ne l'ai pas payé. Hein. Non, mais alors, moi, il y a des gens qui m'avaient dit, ouais, mais quand même, ils sont trop gentils. Mais ils sont normaux. En fait, c'est des gens normaux face à des situations anormales. Et leur job, c'est d'essayer de prendre des décisions les plus justes. Mais tu verras dans le 4e, où il y a quelque chose de dramatique qui arrive, qui touche la vie de Marc au plus près de lui-même, ben ça s'appelle pas extrême préjudice pour rien. Parce qu'un extrême préjudice dans l'espionnage en langue française, c'est quand on estime qu'il faut augmenter ce qu'on appelle toujours en langue française, même si je suis suisse, on appelle ça une opération homo. Alors les services secrets français, entre autres, c'est eux qui ont inventé le mot. Homo, ça vient de l'homme, bien entendu. Ça veut dire qu'on va shooter quelqu'un. Donc un extrême préjudice, c'est quand on estime que cette personne est allée trop loin, il faut la dégager. Et c'est ce qui se passera dans le 4e. Et ça se passera en Arabie Saoudite. Ça, je peux dire. J'aimerais ça qu'on parle du 3e, parce que c'est ton plus récent aussi. La double jeu. Ça se passe une bonne partie en Afrique. Quand tu penses à une intrigue comme ce qui se passe en Afrique avec, par exemple, des vidanges de compagnies qui sont pas très fréquentables. Tu es allé en Afrique, ou bien tu t'informes, tu fais des recherches. Comment tu t'organises pour avoir... tu sais que les lecteurs de polar aiment ça trouver des erreurs que les auteurs peuvent laisser. Comment tu t'arranges pour avoir toutes des vérités dans ton roman? Tu me poses beaucoup de questions en même temps. Ah, oui, bien sûr. J'ai juste une demi-heure pour savoir l'envers de ta vie. Alors,
pour l'histoire, moi je pars toujours. C'est vrai que j'ai besoin de choses qui existent ou qui sont, même si elles sont contestées, où il y a des rapports tangibles. Si je prends l'exemple dans le double jeu de mon phénomène de déchets toxiques, le fait est que vous avez peut-être vu dans la presse il y a quelques années en arrière, il y a 3-5 ans, il y avait eu toute une histoire avec des déchets qui avaient été déposés à Abidjan et des gamins étaient morts à cause de déchets parce qu'un salopard d'Europe était venu foutre les bidons et puis ils les avait posés comme ça, puis les gamins jouaient avec les bidons. Et il y a eu des dizaines et des dizaines. Alors ça, c'était le déclic pour moi. Et puis, je suis allé dans certains pays d'Afrique, pas tous. Et puis, ce qui a été aussi une source d'information, et d'ailleurs, à la fin du livre, il y a un évêque à Lubumbashi, c'est celui qui m'a marié à mon épouse religieusement. Et puis, je lui ai dit, écoute, mon vieux, t'es chez nous en Suisse depuis 15 ans, tu vas retourner chez toi en République du Congo bientôt, mais moi, je te fais évêque avant que tu sois nommé évêque chez toi. Et lui, il m'a raconté des choses, justement, de là-bas. Et d'ailleurs, un jour, on préparait notre mariage religieux et il m'a dit, mais tu te rends compte ce qu'ils font aux femmes là-bas, machin et compagnie. Et moi, je voulais pas parler du Kivu, parce que tout le monde parle du Kivu, donc j'ai décidé de parler d'un mouvement dont personne ne parle, mais qui se revendique de la même chose qu'au Kivu, qui se passe au sud de la République du Congo, c'est le mouvement Mai Mai. Et enfin, il y a une révolution en ce moment qui est larvée, qui se promène entre la République du Congo et puis la Zambie, et qui martyrise aussi une partie de la population, mais c'est un peu plus soft, donc les Européens n'en parlent pas beaucoup. Et pour parler des informations, la chance que j'ai eue dans mon métier, c'était de savoir utiliser les médias. Ça faisait partie de mon job. Donc la veille média d'un service secret, c'est de savoir que ce qui est vraisemblable, que ce qui n'est pas vraisemblable. Si vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé en Russie il y a 3-4 jours, moi j'entends l'information brute en pleine nuit, à 5 h du matin, j'ai entendu dire tel ministre a été arrêté pour corruption, je me marre tout seul dans mon coin, et je dis bon, ça c'est un règlement de compte de Kremlin. Il a fallu attendre 8 heures en Suisse pour que les journalistes disent oui, il y a un règlement de compte entre machin et machin. Donc quand on a cette déformation, ce qui est mon cas, il y a des fois où je dis, ouais, là, il y a un doute. Parce que quand une vraie bonne opération d'un service secret, c'est quand vraiment on se dit, mais merde, il n'a pas de peau, quoi. Il est tombé dans un trou. Mais vraiment, on ne pouvait pas imaginer qu'il tombe dans le trou. Sauf qu'il y avait quelqu'un pour le faire tomber dans le trou. Ça, c'est une bonne opération. Mais quand elle n'est pas bonne, c'est quand il y a une balle dans la tête. Là aussi, il y a un problème. Donc moi, je suis obligé d'aller faire mes recherches. Le fait est qu'aujourd'hui, 95% des choses pointues, on les trouve sur le net. Moi, dans le 4e, j'ai changé mon fusil d'épaule dans ce que je raconte, parce que tout d'un coup, je tombe au mois de mars, et vous en avez entendu parler dans les médias, je tombe sur l'histoire du rapport du Sénat américain disant que l'Arabie Saoudite serait derrière les attentats du 11 septembre et que Obama ne veut pas déclassifier les 28 pages. Vous imaginez bien que moi, quand je lis ça, je fonce dessus. Je copie les noms qui m'intéressent de 4 personnes extrêmement importantes. Il y en a un qui est devenu roi. Donc quand même, je note les noms. Finalement, Obama déclassifie les 28 pages au mois de juillet, mais les noms sont plus dedans. Que par hasard. Alors, moi, automatiquement, quand je vois ça, ça me fait bondir, ça m'intéresse, et je le prends dans mon roman et je le transforme. Parce que je veux en faire quelque chose. Donc c'est là où je fais mes recherches et je suis obligé de donner des choses qui sont vraies. Il y a une chose qui m'intrigue, c'est que dans tes romans, parfois, tu donnes le vrai nom d'un personnage, puis parfois, tu inventes un nom avec un personnage qui est fort ressemblant. Est-ce que c'est par peur de représailles? Il est malin, ce mignon, hein, quand même. Mais en fait, c'est très... Alors, tu verras que les choses évoluent. Parce que dans les 2 premiers, aucun personnage n'a son vrai nom. Et dans le 3e, j'introduis Bachar el-Assad. Mon président russe, par contre, il s'appelle Sokolov, mais il est blond, aux yeux bleus. On le reconnaît très bien, d'ailleurs. Il fait du cheval. Il ressemble à personne. Et puis, ben, c'est clair que quand j'ai voulu parler de la Syrie, je me suis dit, mais... Et puis ma femme a lu le manuscrit, puis elle me dit, mais quand même, tu as toujours donné d'autres noms, tu devrais donner d'autres noms à Bachar el-Assad.
Puis je lui dis, mais je peux pas, j'arrive pas, je peux pas, Bachar el-Assad, c'est Bachar el-Assad. Et en fait, gentiment et inconsciemment, en tant qu'auteur, je me rends compte que je dois assumer et que, à terme, quand je dois parler de mon Sokolov, je suis obligé de le reprendre. Mais dans le prochain, il y aura des rois, il y aura des gens importants de l'Arabie Saoudite, par exemple, ou de la Corée du Nord, et ce sera leur vrai nom. Et puis finalement, je vis avec. De toute façon, d'un point de vue légal, que la personne soit citée par son nom ou qu'elle soit reconnaissable, c'est tout aussi punissable. Donc j'assume. Moi, j'ai un commentaire, puis tu pourras aussi élaborer là-dessus. C'est que je suis un lecteur de journaux ordinaires. Ces conflits internationaux-là, j'en suis au courant, mais ça ne m'a pas empêché du tout d'embarquer dans tes romans, puis de me sentir impliqué tout le long. C'est écrit autant pour que ça m'intéresse, mais que j'apprenne aussi des choses. Je trouve que c'est important, dans ce genre de roman-là, de ne pas se sentir écrasé par l'information. C'est une des qualités énormes de tes romans. J'en mets, quand même. Ça va coûter cher. Mais en fait, ça résume quand même mon objectif. Moi, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous écrivez pas d'essais de géostratégie? Mais c'est pénible. Moi, je trouve ça plus rigolo, finalement. Ce que je souhaite de la part des gens qui prennent mes bouquins, c'est qu'ils disent, j'ai fait le vol Paris-Montréal et j'ai pas vu le temps passer, puis j'ai envie de lire le prochain. Donc, il faut aussi, alors qu'il y ait des informations, oui, j'estime que je le dois à mes lecteurs, que je sois précis dans ce que je dis, mais il faut que ça soit sympa. Et il faut que ça soit léger. Alors, si on dit géopolitique pour les nuls, j'achète. Mais quand même, il y a des fonds de vérité qui sont vrais. Quand je dis que l'Europe et les Occidentaux auraient pu éviter la guerre de Syrie, c'est une réalité. Quand je dis que les attentats du Bataclan, indirectement, on l'a cherché, je suis désolé, mais c'est une vérité. On est allé se mêler d'une affaire qui ne nous regarde pas. Depuis 2001, si on résume les choses, et là c'est de l'analyse pure, que je ne mets pas dans mes livres,